C'était prévu dès la conception. Non seulement il y avait un phare, à l'étage inférieur, il y avait mis des gros spots qui permettaient de souligner ou d'éclairer des monuments de Paris. Donc, en gros, il y avait un petit train, des rails de chemin de fer qui étaient au sommet de la tour et qui permettaient de déplacer ces gros spots d'éclairage. Avec son phare, la tour a l'allure d'un flambeau. Il doit briller au-dessus de l'exposition universelle qui va bientôt ouvrir ses portes. Elle sera à la hauteur des ambitions de la République française. Gustave Eiffel a réalisé l'utopie de la tour de 1000 pieds. Le fer a vaincu la pierre. La tour dépasse de 131 mètres l'obélisque de Washington. C'est le nouveau sommet mondial, doublé d'un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Le constructeur a réussi son pari. La tour est terminée dans les délais. 4 mois de travaux pour les fondations et seulement 22 mois pour la structure métallique. En tout, les travaux ont duré 2 ans, 2 mois et 5 jours. Un exploit technologique et humain. Eiffel n'a pas fini de surprendre. Pour que sa tour soit un succès, il faut qu'elle soit accessible. Pour atteindre le sommet, il y a bien sûr l'escalier en colimaçon. Mais monter ces 1792 marches, c'est un exploit sportif de presque 1 heure qui n'est pas donné à tout le monde. Alors Eiffel a prévu autre chose, un dispositif tout à fait nouveau à l'époque, des ascenseurs. L'ascenseur était une idée, un concept assez récent, qu'on avait bien sûr, on savait monter des charges avec une poulie, on le faisait au Moyen-Âge. Mais l'idée de monter du public par un ascenseur dans un bâtiment, quel qu'il soit, ça ne demande pas seulement le fait d'avoir une force capable, avec un câble, capable de soulever une cabine, mais toutes les conditions de sécurité, bien sûr, pour pas que la cabine, en cas de rupture du câble, tombe, donc des systèmes de frein, de sécurité, etc. Donc c'est une invention très nouvelle. Les premiers ascenseurs ont déjà été présentés à l'Exposition universelle de Londres il y a 30 ans. Et en cette fin du 19e siècle, ils ont même déjà été installés dans certains bâtiments américains. Mais aucun de ces modèles existants n'est adapté à la structure de la tour. Il faut concevoir non seulement un, mais plusieurs ascenseurs sur mesure. Pour mettre en œuvre ce projet, Gustave Eiffel fait appel aux meilleurs. Et c'est un vrai challenge. Et il dit aux ascensoristes de l'époque, donc Otis, l'américain, qui est assez connu, et puis Roucombaluzier, qui est un des gros ascensuristes français de l'époque, dit voilà, moi, le challenge, c'est de mettre des ascenseurs sur la tour. Donc à vous de réfléchir comment on peut faire. Là, la tour Eiffel, on dit non seulement il faut des ascenseurs verticaux pour aller du 2e au sommet, et là, c'est pas 7-8 étages, c'est 160 mètres qu'il faut monter, c'est un peu plus compliqué. Et puis, pour aller du sol au 2e étage, il faut à la fois être funiculaire et ascenseur. C'est-à-dire qu'il faut rouler sur des rails et monter. Et en plus, la difficulté, c'est qu'on va changer d'angle. C'est-à-dire que le funiculaire, il commence à monter sur 54 degrés, puis après on lui dit, bah écoute, tu vas te tourner et tu vas monter à 68-70 degrés. En tout, Eiffel fait installer 3 systèmes d'ascenseurs différents sur sa tour. L'un d'entre eux est encore en service aujourd'hui. Alors comment ça marche ? Au pied du pilier Est, ces gros accumulateurs remplis d'eau font fonctionner le système. Le conducteur, assis à l'extérieur de la cabine, pilote l'ascenseur avec son volant. Pour monter, il tourne le volant et coupe l'eau. Les accumulateurs se vident alors et descendent jusqu'au sous-sol. Dans la machinerie, la pression d'eau qu'ils exercent pousse ce piston relié à ce chariot. Le chariot recule alors et tire les câbles. Résultat, la cabine monte jusqu'au 2e étage. On est quand même dans des choses absolument nouvelles, dans des dispositifs techniques très innovants, très nouveaux, et en même temps un peu uniques, bien sûr, parce qu'adaptés à cette structure particulière qu'est la tour Eiffel.
Deuxième étage, tout le monde descend. Et pour accéder du deuxième étage au sommet, changement d'ascenseur. C'est encore un autre dispositif. Pour monter du deuxième au troisième étage, Eiffel avait imaginé un autre système. Donc il avait imaginé 2 cabines, une positionnée au niveau du deuxième, une autre au niveau du troisième, reliées par un câble. Et l'idée, c'est que les cabines bougent en même temps. À mesure que l'une montait, l'autre descendait. Elle s'équilibrait à mi-hauteur. On peut encore voir une petite plateforme entre le deuxième et le troisième, où les cabines étant équilibrées, les gens qui montaient changeaient de cabine, les gens qui descendaient changeaient de cabine, et puis ensuite on repartait dans l'autre sens. Aujourd'hui encore, la machinerie dans le pilier est de la tour reste inchangée et fonctionne parfaitement. Et au mur, les cadrans et les outils d'époque. Petit détail, le piston est graissé tous les jours à la suie de bœuf, comme du temps de Gustave Eiffel. Ça fonctionne bien, c'est robuste. Et puis en plus, c'est spectaculaire. Voilà, on est un peu dans le monde de Jules Verne, c'est assez sympa. La tour, ce monument à la gloire de la technologie et de l'innovation, est aussi le panthéon de la science française. Sur les 4 façades extérieures, Gustave Eiffel a choisi d'honorer les plus éminents chercheurs français des 100 dernières années. Reste un dernier détail et pas des moindres, la couleur. Elle sera rouge. C'est la couleur de l'anti-rouille apposée à la fin des travaux. Parce qu'Eiffel l'avait peinte en peinture anti-rouille, qui était rouge à l'époque, et il ne savait pas comment la peindre. Donc en fait, elle est restée pendant 5 ans rouge. Donc il faut imaginer cet objet dans un Paris haussmannien assez gentillé, et cet objet qui est une soucoupe volante, rouge, qui est la première soucoupe volante qui arrive sur Paris, qui se pose là. Et c'est d'autant plus vrai que Eiffel n'a construit que des ponts. Dans sa vie, il a construit que des ponts, et je pense que c'est le premier pont vers les étoiles qu'il a construit. 31 mars 1889 à 13h30, le grand moment de l'inauguration est venu. Comme les ascenseurs ne sont pas encore au point, Eiffel entame l'ascension à pied en compagnie de quelques députés et notables. Un véritable calvaire pour ses invités en queue de pie et chapeau claque. Pour détendre l'ambiance, Gustave Eiffel donne lui-même des conseils pour mieux gérer son souffle. Cette ascension mémorable est reconstituée dans les conditions de l'époque, avec un certain humour. Il monte très lentement, le bras droit à la rampe, il balance le corps d'une hanche sur l'autre, il profite de cet élan pour franchir chaque degré. La pente est si inclinée qu'on peut causer tout en montant, et on ne souffle pas en débouchant sur le palier du premier étage. Au bout d'1 heure, ils sont une quinzaine à accéder au sommet. Le moment est magique. Un drapeau tricolore est déployé. 21 coups de canon retentissent. Gustave Eiffel est promu chevalier de la Légion d'honneur sur le champ. Le jour de l'inauguration, ma arrière-grand-mère, Valentine, était à côté de lui, et avec un éventail. Et sur cet éventail, elle a fait signer son père, qui a écrit « Le drapeau français flotte sur la plus haute rampe du monde ». 5 mai 1889, l'exposition universelle ouvre ses portes à Paris. Imaginez l'ouverture de l'exposition universelle 1889, célébration du centenaire de la Révolution française, fierté nationale d'abord, sentiment général de fierté. Beaucoup de grands bâtiments sur le Champ de Mars, le plus grand bâtiment du monde, qui était la Galerie des Machines, 440 mètres de long, 110 mètres de large, sans poteaux, immense verrière qu'on n'avait jamais vue, immense tour, 300 mètres de haut, incroyable, visible de partout, et accessible. Pendant la première semaine d'ouverture, pas moins de 29 000 visiteurs montent à pied jusqu'au 3e étage. Et quand les ascenseurs sont enfin au point, c'est l'explosion. 12 000 personnes par jour empruntent ces nouvelles machines pour accéder au sommet. Et la vision qui s'offre à eux est tout simplement époustouflante. Tout d'un coup, cette ville blanche, neuve, rutilante, qui était une espèce de bijou architectural, tout d'un coup, on pouvait le découvrir d'en haut. La Seine, les ponts, le paysage, à 40 km au niveau de la tour, 50 même quand il fait beau. Donc tout d'un coup, vous voyez l'émerveillement partagé par tout un chacun. Il y a une anecdote incroyable, c'est que dans des livres, on voit que les gens qui montent disent que de la Tour Eiffel, on voyait le Mont Blanc.
Donc, ça paraît incroyable aujourd'hui, ça paraît pas possible. Il faut imaginer ce degré d'invention et du regard, du nouveau regard. Que la modernité, la tour a rendu le monde moderne. C'est-à-dire que c'est le premier élément moderne qui va nous permettre de voir le monde d'en haut et d'imaginer. Vous savez, quand on a été sur la Lune, on a vu la Terre avec sa propre limite. Eh bien, la Tour Eiffel, c'est une sorte de fusée qui est restée accrochée au sol et qui permet de voir les lointains et de voir les limites des choses. Dans les étages, Gustave Eiffel n'a pas fini de surprendre ses visiteurs. Sa tour est un véritable parc d'attractions. Au premier étage, une salle de spectacle de 250 places, un restaurant français et russe, un bar anglo-américain. Et également des bureaux de tabac, des échoppes de photographes, des loueurs de jumelles et des marchands de souvenirs. Au deuxième étage s'ajoutent d'autres boutiques, une buvette et même une imprimerie où est édité chaque jour un numéro spécial du Figaro. Valentine me disait, tu sais, mon père a amené bonheur et fierté aux Français, mais aussi au monde entier. C'est vrai que le fait d'avoir eu cet édifice en plein centre de Paris, qui était tout à fait étonnant, extraordinaire, ça a donné de la fierté aux Français. Ils se sont dit finalement, on peut faire des choses, et ça quand même fait repartir un peu le moral de tout le monde, dans une épreuve qui était dans une époque difficile. La tour a fait l'objet, dès son origine, dès son ouverture, de millions de reproductions de toutes sortes. De vignettes, d'estampes, de gravures, etc., de photos, mais aussi de petites miniatures, transformées en ciseaux, transformées en salières, transformées en bougeoirs, en lampes, tout ce que vous voulez. C'était un engouement absolument extraordinaire pour cette tour. Et même, moi j'ai lu les contes de Tolstoï, et dedans, il raconte qu'en Russie, on sert le vin dans une bouteille en forme de tour Eiffel. Donc c'est très amusant. La tour est un tel succès que les artistes, anciens opposants au projet, vont faire amende honorable. Et certains d'entre eux d'une manière un peu grinçante. Même Maupassant, qui était quand même un des grands acharnés contre la tour, a dit « Je vais souvent sur la tour Eiffel parce que c'est le seul endroit de Paris d'où je ne la vois pas ». De manière un peu ironique de dire que finalement cette tour Eiffel était rentrée dans le paysage. Les hommages arrivent même d'outre-Atlantique et pas n'importe lesquels. Thomas Edison, le génial inventeur américain de l'ampoule électrique, vient en France pour visiter l'exposition universelle. Gustave lui fait découvrir la tour et en échange, Edison lui apporte sa toute nouvelle invention, le phonographe. Ce phonographe, Eiffel s'en est servi, et donc vous pouvez entendre Eiffel avec son accent bourguignon, roulant les airs, parlant au phonographe et lui disant « Enfin, cet puissant récepteur qui va recueillir mes paroles. Nous allons en réalité, il est fait à mon enfant, je les adresse. » La rencontre entre les deux pionniers de la technologie et des sciences est immortalisée par ces figures de cire exposées dans l'ancien appartement d'Eiffel, au dernier étage de la tour. Pour Gustave Eiffel, la tour est aussi un triomphe commercial. Le constructeur, également homme d'affaires, qui a pris des risques personnels pour financer le projet, se voit récompensé. Pendant les 6 mois de l'exposition, plus de 2 millions de visiteurs sont